Bonjour, ici Julie Lesage, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. Un mélange de glucides naturels simples et complexes pour éviter les chutes de sucre, des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène, et finalement, un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix, les nouveaux gels ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez retrouver tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des calculs mathématiques dans sa tête pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur le nac.com et utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 208 de Pas sorti du bois. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai un épisode régulier. On est deux face à face dans un environnement contrôlé. Il me semble les dernières fois, j'étais dans des événements, soit la Hard Rock, soit la IPA Fun Run, avec des micros qui captent tous les sons possibles. Là, on est dans un environnement paisible pour accueillir Julie Lesage. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Ben, écoute, l'honneur est pour moi. Ça fait un petit bout qu'on s'en était parlé parce que tu étais venu faire le spécial Trail de la Clinique du Coureur qui est sorti il y a peut-être début juin. Puis juste après, on s'était écrit, puis il y avait des sujets qu'on voulait aborder, qu'on s'était dit, ben tu sais, le Clinique du Coureur, on était là pour un format plus court, mais je pense que ton expérience de coureuse, ton expertise aussi dans la vie comme médecin spécialiste, ça nous fait deux beaux gros sujets à aborder. D'abord, la course, le trail, puis comment tu vis à travers tout ça. Tu es une athlète, je pense, qui inspire beaucoup autour, puis moi je le vois dans le groupe des Cute à Québec qui te rejoint dans les derniers mois. Les gens t'apprécient vraiment beaucoup. Je pense que tu es une athlète qui performe, mais tu es aussi une athlète qui semble avoir une approche très saine du sport. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti à notre première discussion. Puis après ça, on parlera de reins. Ce qui est un sujet qu'on n'a jamais abordé en 208 épisodes. C'est une grande première. Et c'est tellement important entre elles, là. Ben, en fait, pour me préparer, puis suite à ce qu'on s'était dit, j'étais allé lire, j'ai fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires qui partent des reins ou qui ont un impact sur les reins, puis je pense que c'est dans l'endurance plus longue, mais même sur un effort un peu plus court, il y a des pièges dans lesquels on veut, des pièges dans lesquels on veut pas tomber ou qu'on veut éviter, qui ont un lien avec les reins, puis je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Moi-même, je me suis comme fait, hey, j'ai déjà pris ça, moi, un Naproxen pendant une course, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Sacrilège. Et là, je l'ai dit, le mot, fait que, non, mais j'expliquerai dans quel contexte, mais je blague. Puis il y a beaucoup de petites erreurs comme ça qui peuvent être faites, qui peuvent avoir un impact immense sur les coureurs. Fait qu'on pourra parler de ça en deuxième partie. Mais première chose, la question qu'on n'a pas eu l'occasion de se dire à ton premier passage au podcast. Julie, qu'est-ce que tu bois? Oh, je bois une bière sans alcool, une Buck Ale IPA. Qui est délicieuse. Ouais, bonne? Oui, très bonne. Moi, vous savez, le partenaire du podcast depuis longtemps, c'est Noctem, puis j'avais pas, il y en a une sans alcool qui existe, puis j'avais pas distribué à l'année. Mais là, quand tu m'as dit bière sans alcool, je fais ben là, je vais trahir mes bons amis de Noctem, puis je vais aller voir ce que d'autres font du côté du sans alcool. Puis Buck Ale, je sais qu'ils sont bien connus pour leur sans alcool. Moi, de mon côté, j'ai une Fractal, une New England IPA de mes amis de Noctem. Donc, cheers, Julie. Cheers, bienvenue dans mon sous-sol et bienvenue à Pas sorti du bois. Ah, c'est bon ça. Je pense que je l'ai jamais pris, mais voilà. On est d'une fin de semaine. Toi, c'est le début des vacances en famille qui commence.
C'est un beau mood quand même. Moi, je ressors d'une grosse fin de semaine. Il a fait chaud. Je pense que toi aussi, tu disais que tu as fait des gros entraînements à la grosse chaleur. C'est le fun de se retrouver dans un air un peu plus frais qu'une petite bière. Exactement. Julie, je le disais, t'es passée au podcast Pas sorti du bois de la Clinique du Coureur, mais t'es aussi passée à l'épisode Tout Trail numéro 132. Fait qu'on dirait que quand les gens ont déjà fait des podcasts, ils ont déjà raconté un peu leur parcours, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet plus directement puis de dire aux gens, si vous voulez connaître le parcours sportif de Julie qui mène jusqu'à la course, ben je vous incite à écouter l'épisode 132 de Tout Trail, puis ça me permet de le souligner parce qu'on y pense souvent à notre Marc-André de la communauté trail. C'est un épisode qui était sorti de manière posthume, qui était très touchant parce que plusieurs mois après, on retrouvait cette espèce d'énergie-là qu'on était habitué chaque semaine de Tout Trail avec Marie-Ève, Marc-André, qui disent beaucoup de niaiseries, puis une invitée qui embarque là-dedans. Puis cet épisode-là était comme parfait parce que t'as embarqué à pieds joints dans les niaiseries, puis dans les blagues, dans le rire. Fait que je me rappelle quand j'avais écouté ça d'avoir fait « OK, Julie, c'est vraiment cool de la découvrir comme athlète, comme personne. » Et c'est vraiment spécial de le vivre à travers cet épisode-là qui est paru plusieurs mois après son départ. Puis ça me permet d'inciter les gens d'aller écouter l'épisode Tout Trail qui vient de sortir de Marie-Ève avec Karianne Levasseur, j'espère que je dis le bon nom, par rapport au deuil, parce qu'ils reviennent là-dessus, puis je trouve que c'est vraiment une belle façon positive puis intéressante d'amener un sujet qui peut être lourd. Fait qu'en tout cas, c'est mes petits coups de chapeau que j'envoie à Tout Trail comme ça en début d'épisode, mais c'est vraiment un bel épisode qui vient de sortir. Donc je le disais, Julie, entrons dans le vif du sujet. Première question, je te lance ça comme ça. Le trail pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie, dans l'impact de ce sport-là? Ah sur mon toi? Dieu, le trail, c'est comme un mode de vie, je dirais. Ben, la course, pas juste le trail, parce que moi, je fais principalement de la course sur route pendant la semaine, puis de la trail la fin de semaine, mais c'est clairement un mode de vie, parce que, tu sais, c'est intégré à mon quotidien, puis ça fait partie de mon horaire de journée, là, au même titre que me laver, que manger, que travailler. Puis, c'est essentiel. Tu sais, les endorphines de la trail, là, le runner's high, là, c'est très fort, hein. Ouais. Il suffit de rater quelques journées pour sentir le manque, là. Donc, quand on dit que c'est une addiction, je dirais pas le contraire, là. C'est une addiction meilleure pour la santé que la majorité des addictions, mais quand même, là, c'est les endorphines quotidiennes qui aident beaucoup au bonheur quotidien, finalement. Ouais, on trouve une balance aussi là-dedans. Tu l'avais raconté, l'épisode de la Clinique du Coureur, justement, que tu fais 5 jours sur 5 de travail, tu le fais la plupart du temps en commute, c'est un 10 km de commute aller-retour. Ouais. Ça te fait une belle grosse base de volume sur lequel bâtir, mais ça demeure que quand ton commute est à la course quasiment tous les jours, comme ça peut pas être plus un mode de vie que ça, c'est ton mode de déplacement. Exactement. Ça amène beaucoup de défis, le commute, quand même, puis j'ai le goût qu'on en parle parce qu'on avait effleuré le sujet, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent de manière active. L'été amène aussi la beauté de pouvoir mixer différentes façons de le faire. Avec à Québec, on a les à vélo un peu partout, fait qu'on peut faire des bouts à la course, en vélo, en autobus, en voiture, puis tu mixes un peu tout ça. Mettons que tu pars ta semaine. Mettons c'est drôle, hein? Tu tombes en vacances, je te ramène tout de suite à une semaine de travail standard. Tu travailles lundi, t'as ça qui s'en vient. Comment tu planifies tes choses pour traîner tout ton stock? Ça prend beaucoup d'organisation, mais une fois que t'es comme organisé puis que t'es seté, c'est tellement facile. Moi, si on me disait, faut que je le fasse à vélo, faut que je le fasse d'autres façons, faudrait que je me réorganise. Mais là, je suis tellement bien organisée. D'abord, ce qui me sauve, au travail, ceux qui ont des travails, qui ont des settings un peu facilitants, c'est, tu sais, ça change tout, là. Moi, Mettons une douche. Mettons une douche, ou même, moi j'ai une douche, mais j'y vais pas tout le temps, je dois confesser. Mais dans mon bureau, j'ai un lavabo, j'ai une penderie. Ah, ben là. Puis j'ai un petit frigo dans la salle commune, là. Fait que ça change tout. Fait que quand j'arrive, souvent je mets mes bagages pour des fois 2 semaines. 2 semaines, ok. Ouais, des fois 2 semaines. Fait que j'amène, disons, 10 robes, 10 sous-vêtements, puis 10 petits pots pour faire des overnight oats, 10 soupe, tu sais, j'amène de la bouffe pour la semaine.
Ouais. Ben, des fois une semaine, mais souvent plus que ça. OK. Fait que j'amène le linge pour une semaine ou deux. J'amène la bouffe pour une semaine ou deux. J'essaie d'en mettre le plus qui peuvent rentrer dans ma penderie pour pas prendre tout le frigo de tout le monde au travail. Puis je rajoute le lait de soya, disons, dans mon gruau la veille. Puis après ça, je mets tout ça dans le frigo. Puis après ça, je suis organisée. J'arrive le matin, soit je prends ma douche s'il fait super chaud, je me débarbouillette, je me change dans mon bureau. Je suis super bien équipée pour me repeigner, me remaquiller, défriper mon linge. Là, je suis rendue next level dans mon organisation, là, un petit défripeur, là. Fait que je peux tout faire ça. Je déjeune en arrivant au travail. Je dîne au travail, puis après ça, je reviens à la course. Puis quand je reviens, je ramène mon linge, mon linge sale, je ramène mon pot, puis fait que je ramène un peu tout ça. Puis après ça, une fois de temps en temps, soit je viens en auto si je combine avec une journée que, disons, j'ai une conférence, je donne un cours, j'ai une garde qu'il faut que je vienne en voiture. Fait que j'en profite pour l'amener. Sinon, je prends un lift de mon chum. À peu près une fois, c'est ça, 10 jours à peu près, là, pour traîner le stock. Les gens me voient arriver avec 2 gros sacs d'épicerie. Ils sont comme, bon, Julie, elle amène son épicerie, là. Puis là, je remplis tout ça. Puis après ça, je dérange plus pour la semaine. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, comme tu dis, c'est de trouver cette espèce d'équilibre-là, ou cet équilibre-là, la routine, parce que comme tu dis, c'est énormément de je veux dire, moi le premier, je déteste choisir ce que je dois porter, puis c'est assez simple, là, je veux dire, un pantalon, un t-shirt, t'es parti, mais c'est une décision que j'ai à y prendre. Là, faut que t'apprennes une fois pour 10 jours, mais après ça, c'est réglé. C'est réglé. Tu sais ce que tu vas manger, tu sais ce que tu vas mettre. Puis tu te casses jamais la tête pendant les 9 jours qui suivent, parce que t'arrives puis il y a ton stock. Fait que, à un moment donné, aujourd'hui, je veux pas porter ce robe-là, ben, il faut la porter, Julie. C'est la seule qui te reste. C'est ça, exactement. Puis tu sais, le matin, d'habitude, c'est agréable, là. Les coureurs, on aime ça, courir le matin puis se rendre au travail. Puis souvent, c'est ça, à la fin de la journée, des fois, ça me tente pas. J'ai une grosse journée ou des fois, il fait super chaud ou en hiver, il fait toujours noir, là. Tu sais, je rentre à la lampe frontale du travail le soir. Fait qu'on regarde dehors, il fait noir, il fait froid, ça me tente pas. Mais, tu sais, quand ton auto est pas dans le stationnement au travail, t'as aucune option. T'as pas d'option. Faut que tu rentres à la maison puis les premiers kilomètres sont, un petit peu difficiles. Faut monter à la côte, la rue d'Auteuil pour remonter jusque sur les plaines, ça commence un peu raide, puis après ça, rendu en haut, là, ça fait tellement décrocher la journée de travail, là. Tu sais, moi, j'arrive chez nous, j'ai ma 2e journée de travail avec les enfants, fait que c'est comme si j'ai une coupure complète, là, dans le fond. Je me vide la tête, le petit mal de tête d'une journée stressante, il y a le temps de partir avec un 10 km de course, puis finalement, quand j'arrive à la maison, ça me... Tu sais, je regrette jamais d'avoir... Non, c'est ça. Ça arrive jamais qu'un coureur regrette d'avoir couru, là, moi, je pense, là, mais moi, ça m'arrive jamais. Des fois, ça me tente pas, puis j'essaie quand même de trouver un juste milieu, pas m'écœurer. Il y a quelques moments que, dans l'année, que je pourrais dire, je suis tannée, mais c'est quand même exceptionnel, puis ces moments-là, j'essaie de m'écouter puis pas le faire. Comme je dis, ça arrive pas souvent. Puis en contrepartie, des fois, quand je suis fatiguée puis ça me tente pas, je me dis, c'est quand même bon pour... tu cours jamais quand t'es fatiguée puis quand ça te tente pas, là. Tu sais, tu travailles pas ton mental, tu travailles... Tu sais, c'est... Tu sais, il y a quand même du positif à aller chercher à courir sur des jambes fatiguées ou courir sur quand la motivation y est pas trop, là. Non, exact. Puis je pense que, comme tu dis, en trail ou en longue distance, je pense que tout peut devenir un entraînement. Tu sais, je parlais avec Elliot Cardin qui travaille sur des chantiers. Tu te dis, il fait son gros volume kilométrique, mais son travail lui-même, c'est du temps sur les jambes qui se combine à tout ce qu'il fait. Je veux dire, t'as une job qui doit être extrêmement prenante, autant mentalement que physiquement à certains moments. Donc, comme tu dis, partir sur des jambes fatiguées, oui, c'est difficile. Comme tu dis, il faut comme se donner un petit coup de pied, mais comme tu dis, ta voiture elle est pas dans le parking, fait qu'il faut y aller. Mais nécessairement, t'es en train de travailler beaucoup plus que juste la course cette journée-là, parce que courir sur des jambes fatiguées ou pas être motivé, puis se botter le cul, puis mentalement tout le long comme... t'as un effort de plus pour essayer de mettre un pied devant l'autre puis te rendre jusqu'à la maison, tout ça va servir à un moment donné. C'est des outils qui t'arrêtent de garder ta boîte à outils puis ça va te servir nécessairement dans une course quelque part. Puis la combinaison de tout ça vient servir. Puis je veux pas courir avec un sac de commute. Moi, j'entends des fois des coureurs de « Ah, j'aime ça courir léger, tu sais, pas de veste d'hydratation. » Je suis 100% d'accord, mais la plupart des courses au Québec, ils ont du matériel obligatoire parce qu'on est très profond. Donc, faut le traîner. Je me prépare pour le 26, l'UTCC. C'est une courte distance par rapport à ce que je peux être habitué à faire. Puis il y a beaucoup de matériel obligatoire. Je suis comme, bon, ben, on pogne la veste pour le 26, hein, on n'est pas habitué à ça. Mais quand tu cours avec un sac de commute, là, la petite veste avec 2 gourdes, c'est rien comparé au sac qui est rempli avec la boîte à lunch, puis les vêtements, puis tout le kit, là. Oui, t'adaptes la vitesse à la lourdeur de ton sac, finalement. Puis je trouve que revenir à la course,
c'est quand même moins pire que revenir en autobus. Rien contre le RTC, là, mais... Ben, en fait, c'est le meilleur moyen de transport, prendre de l'autobus. juste courir. Ou une affaire que j'haïs encore plus, c'est conduire en hiver. Oui. Tu sais, dans la neige, dans une tempête de neige, là, j'aime beaucoup mieux courir dans une tempête de neige que conduire dans une tempête de neige. C'est clair. Puis je pense que Québec, c'est pas si pire. Puis les gens qui nous écoutent dans des plus petites villes que Québec doivent rire aussi. Mais quand je compare à nos amis de Montréal, il y a des commutes de 10 km qui sont plus rapides à la course qu'en voiture. Puis des fois, moi, il est pas si loin. Tu sais, moi, avec la logistique... familiale, souvent, j'alterne, fait que je vais laisser la voiture une place, je la laisse à la garderie, je fais une portion en commute, je reviens, je ramasse le petit. Tu sais, je trouve des façons d'être créatif dans tout ça, mais il y a des moments où je suis dans ma voiture, puis je me dis, en ce moment, j'avancerai plus vite à la course. Puis c'est ridicule de se dire qu'un moyen de transport actif est plus rapide, parce que il y a plein d'avantages, mais la rapidité est rarement là. Mais il y a des moments que t'es pas dans le trafic, c'est pas bon mentalement être dans le trafic, puis là, en plus, tu te dis, je pourrais être en train de courir, ce que j'aime le plus au monde, puis je pourrais être en train de le faire, puis j'irai plus vite. Exactement. Il y a beaucoup de wins. Oui, exactement. Je calcule qu'à peu près, ça doit me prendre à peu près 15 minutes de plus le matin venir en course. C'est fou, sur 10 km qu'en voiture pour me stationner dans le 8e sous-sol de l'hôpital. Là, tu rentres derrière un patient qui est jamais descendu dans le tourbillon jusqu'au 8e sous-sol. Puis là, tu pognes les nerfs, ben, comme tu dis, là. Puis moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un parcours de commute qui est magnifique. Ouais, c'est quoi le parcours à peu près? Ben, j'ai mon parcours d'hiver ou mon parcours d'été. OK. Fait que l'hiver, je passe par les plaines d'Abraham, je fais un tour des plaines. Je trouve ça magnifique. Puis l'été, je passe par Champlain, mais qui est pas malheureusement pas déblayé encore. Ouais, c'est vrai. Le trottoir arrête après le petit Champlain un petit peu après, mais ouais, c'est que toute la section est pas déblayée. On serait tellement de coureurs à pouvoir à vouloir l'utiliser, mais c'est un choix. Là, on choisissent qu'est-ce qui déblaye. Ils doivent calculer combien de monde passe là, puis des petits coureurs avec leur espadrille, ça compte pas. Et quand c'est réouvert cet endroit-là, là, je fais l'été sur Champlain. Okay. Puis c'est comme être en vacances. Là, finalement, le fleuve est beau. C'est tellement magnifique. En plus, finalement. Ouais, puis le commute à Québec, dans des zones centrales comme les Moilous ou la Haute-Ville et tout, même quand t'es pas encore en vacances, ça reste que, tu sais, je veux dire, tu finis de travailler, tu passes à travers le FEC ou tu passes à travers une 3e avenue dans les Moilous. Moi, mon commute passait là avant, puis c'est festif. Fait que même quand t'es pas encore en vacances, t'es dans un mode de vacances qui se crée automatiquement juste parce que t'es en train de courir, puis l'ambiance est le fun, tout le monde est heureux, le monde s'envoie à la main, puis les monde sont en vélo, tout le monde se partage. On dirait qu'il y a un mode été qui est vraiment le fun, puis qu'en commute ou en tout cas quand tu cours, ça a un impact de plus, puis on est loin de novembre quand il fait noir à 4 heures, mais ça entraîne pour d'autres défis. On a parlé de commute, mais on n'a pas parlé d'où tu te rendais. Tu travailles à quel endroit exactement? À l'Hôtel Dieu de Québec. À l'Hôtel Dieu de Québec. Puis Québec. Ça peut être un intro à notre sujet d'un peu plus tard, mais qu'est-ce que tu fais exactement comme médecin spécialiste? Moi, je suis néphrologue, donc je suis spécialisée en maladies rénales, puis mon créneau, c'est la transplantation. Donc, je fais le suivi pré-greffe, post-greffe. Je suis spécialisée en transplantation rénale, finalement. Fait que je comprends que la course, ça a une belle part dans ta vie. La vie de famille aussi. T'as des enfants, tu l'avais dit au dernier épisode ensemble, 3 et 5 ans, c'est ça? Oui, exact. Le travail de médecin, c'est beaucoup. Est-ce que t'as du temps de libre à travers tout ça quelque part? Ben oui, mais pour courir. Ouais, pour courir, voilà. Ben, temps de libre, mon temps de libre. Les gens qui viennent chez nous, disons là, je pense à ma belle-mère puis son conjoint qui nous regardent aller pendant une fin de semaine, ils sont essoufflés là quand ils s'en vont, c'est sûr là. Fait que je fais pas beaucoup de divan là, disons là, puis je fais pas beaucoup de télé, mais mes temps libres, c'est faire des activités avec les enfants, on bouge avec les enfants, on fait du plein air, c'est faire de la course, fait que c'est il est bien occupé là mon temps libre. On aime ça un horaire bien rempli. Bien rempli, bien structuré. Je suis quelqu'un de quand même pas mal discipliné. Là. Je pense que ça va avec le profil. Il y a quand même beaucoup de monde en santé qui sont des coureurs d'ultra-trail. En fait, même, je dirais, des gens qui achievent beaucoup, tu sais, au-delà du travail, mais des gens qui, on va voir, qui sont impliqués dans d'autres choses, qui vont pratiquer des sports de manière assez intense et prenante. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, je pense que je peux pas parler pour tout le monde, mais pour les gens dans le domaine de la santé,
il y a beaucoup de gens qui sont un peu obsessifs, qui sont un peu intensifs. Pour que tu aies le goût de faire 12 ans d'université, ben, je pense qu'il faut que ça prenne une petite fibre un peu obsessive, vouloir continuer, vouloir pousser. Puis je pense que c'est un peu la même fibre. Il y a des gens qui peuvent courir, mais il y a des gens qui veulent courir des longues distances. Puis fait que c'est un peu le même genre. C'est Fait qu'à faire des études, on va faire 12 ans pour aller au bout d'un sujet puis de le maîtriser d'une manière d'expert. Quand on se met à courir, tant qu'à courir, on va faire des 50 miles et tout ça. Là. Fait que je pense que ça va chercher un peu, pas tous les gens dans le domaine médical sont sportifs, mais beaucoup de gens ont cette intensité-là. Puis je pense que ça explique pourquoi il y en a quand même beaucoup qui sont dans l'ultra-trail. Puis aussi, disons, moi, dans mon parcours médical, je me suis quand même vouée corps et âme pendant toute ma vingtaine à mes études. Puis après ça, quand j'ai passé mes examens du Collège Royal, t'as besoin de canaliser cette énergie-là puis tout ce que t'as mis dans autre chose finalement là. Fait que le lendemain de mon examen, j'ai commencé, je faisais déjà du sport là, mais j'ai commencé à courir plus là. T'as tellement à donner que t'as donné dans l'académique que t'as besoin de donner ailleurs. Puis après ça, je me dis, c'est tellement un travail qui est intellectuel, qui est prenant. Il y en a qui après ça trippent sur la poésie puis la littérature, mais pour moi, en tout cas, ça fit bien que tout ce qui est à l'extérieur de mon travail, finalement, ça soit du sport. Exact. Fait que on donne un petit break au cerveau, puis on y va all-in dans le physique. Ouais. Puis non, mais je comprends tout à fait. Puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, comme tu dis, ta belle-mère qui vous regarde une fin de semaine, ça va vite, sont essoufflés, mais quand on est dedans, tu sais, je parle avec beaucoup de monde qui ont un rythme de vie justement où ils jonglent avec plein de balles, puis c'est tout du monde dans la trentaine, dans la quarantaine qui ont des enfants et tout. On a l'énergie, tu sais, alors que c'est sûr que nos parents, nos beaux-parents qui sont plus vieux peuvent avoir porter un jugement un peu différent parce que sont à une autre place dans leur vie, mais moi je regarde mes parents, ils étaient pareils quand j'étais jeune, ça à droite, à gauche, mes parents c'est des joueurs de tennis, mon père joue au golf, ça court partout à droite, à gauche, puis nous comme enfants, on n'en a jamais souffert, au contraire, on est intégrés là-dedans, puis on reproduit ça 30 ans après, tu sais. Tellement. Il y a quelqu'un qui t'avait dit quand je t'avais versé la première fois, puis je l'ai réécouté juste pour me remettre dedans, tu trouves les manières pour que la course impacte le moins possible les moments en famille. Puis ça, je trouve que c'est un défi immense que j'apprends à essayer de concilier dans les derniers mois, mais je trouve ça vraiment intéressant quand t'en avais parlé. Comment comment t'arranges ton horaire, la logistique pour réussir? Ça reste que la course, ça me fait du bien. Puis jusqu'à un certain point, c'est mon moment, mais la priorité dans ma vie, là, de ces trois aspects-là, mon travail, ma course, la priorité, c'est les enfants. Puis ça, il y a aucun doute, là. C'est quand ils sont tout petits, en bas de 10 ans, c'est avec nous qu'ils veulent passer du temps. Puis c'est le gros du temps qu'ils vont passer avec nous, c'est dans la petite enfance. Fait qu'il faut en profiter. Donc, tu sais, ça serait un peu dommage que de temps en temps, je vais rater une journée complète parce que je vais courir 50-60 km avec des amis toute la journée, mais ça sera pas toutes les journées, ça va quand même être des exceptions. Donc c'est ça, en fitant ma course pour aller travailler, revenir de travailler, ça impacte pas du tout la famille. Puis après ça, le plus gros effort que je fais, c'est me lever très très tôt le matin pour si les enfants se lèvent à 7-8 heures, après ça ils déjeunent, ils font leurs choses, si moi j'ai commencé à courir à 5 heures, j'ai déjà 3 heures, 4 heures d'avance que leur journée est pas commencée. Fait qu'il y a moyen de finalement, quand j'arrive, j'ai raté juste quelques heures du matin, là. Ouais. Donc, je fais aussi du spinning le matin dans mon sous-sol avant qu'ils se lèvent. Mes longues courses, quand on va en vacances, je mets le cadran pendant la nuit, puis je me lève super tôt, puis c'est presque ni vu ni connu, là. Donc, ouais, puis on essaie mon chum puis moi se relayer aussi, là, parce que, il faut quand même qu'il y ait pas trop d'irritants de l'autre côté. Là, on prend du temps à la course. Faut qu'on laisse à notre partenaire aussi un peu son équivalent, parce que sinon il va y avoir un peu de ressentiment. Puis oui. Puis c'est l'équilibre de tout le monde. Peu importe c'est quoi la soupape pour justement avoir son temps à soi, son me time, mais faut que ça soit égal. Puis faut que tout le monde ait sa soupape, là. Exactement. Fait que si je fais de la course le matin, je vais laisser mon chum aller faire du vélo de montagne l'après-midi, puis entre-temps, on passe du temps avec les enfants, on s'échange, on essaie de trouver quelque chose qui est assez un équilibre pour toute la famille, finalement. C'est un gros défi, mais un peu comme le commute,
quand on trouve la bonne recette, puis qu'on reste à l'affût des signes, puis qu'on adapte aux besoins, on réussit à y arriver, là. Puis je pense qu'ils ont quelque chose à tirer, les enfants, de nous voir, nous accomplir, puis nous avoir des passions, aimer l'activité physique, aimer le plein air, tout ça, je pense que c'est des bonnes valeurs à leur transmettre. Ils vivent ça comment, tes enfants, de te voir, je suppose qu'ils sont déjà allés à des événements trail ou à des courses que tu complètes, ils te voient commencer, ils te voient terminer 12 heures plus tard. Comment ils voient ça à travers leurs yeux de 3 et 5 ans? C'est vraiment cute parce qu'ils sont pas mal toujours là, mon chum. Les dernières courses fait mon crew, puis à Madère, ils sont venus m'assister, puis il y avait presque je dirais au moins un ravitaillement sur 2, ils pouvaient être là avec les enfants. Puis c'était quand même un bon enjeu là, parce que là il fallait qu'ils se déplacent à des petits endroits sur le bord de des cliffs, pas de stationnement, envoyer les enfants, amènent tout le stock à de des heures ravito. Parfois, oui, tard. fait que, lui ça il se plaît à dire qu'il a travaillé plus fort que moi cette journée-là. Puis en plus, il avait attrapé la gastro la veille, oui, intoxication alimentaire, l'histoire le dira pas là, mais la veille de ma course. Ah non, ça c'était no bueno là, je voulais pas attraper ça là, tu sais, tu t'entraînes pendant des mois, tu traverses le pays, là la veille au soir, là il commence là, d'où Jésus, éloigne-toi de moi. Ah, c'est ça. Finalement, j'ai réussi à pas l'attraper pour ma course. Les Dieu enfants, merci. c'était correct? Tout le monde a été correct, sauf lui, mais sa journée a été particulièrement difficile. C'est ça. Lui, t'es déshydraté pour d'autres raisons. Oui, c'est ça, exactement. Là là. Puis les enfants ont vu sur les ravitaillements, ben pas moi, parce que j'ai pas été maganée vraiment sur cette course-là, mais ils ont vu des cadavres. Des gens vraiment en très mauvais état arrivés sur les ravitaillements, là. Puis, je pense que ça leur montre c'est quoi la détermination, je pense que il y a du bien à voir ça, les gens continuent, les gens repartent, puis moi ils me voient là, je suis fatiguée, je suis toute mouillée, j'ai le sourire, je suis contente, je repars, je pense que ça leur donne des bonnes valeurs quand même, puis ils viennent à l'arrivée, puis là ils aiment ça faire l'arrivée avec moi là, puis là c'est quand même cute là, parce que là ma fille elle me disait dernièrement, elle me disait maman je trouve ça vraiment gênant courir l'arrivée parce qu'il y a pas d'autres enfants. Puis là je dis mais cours là pas ma chérie, viens me rejoindre de l'autre côté de la ligne. Elle dit mais j'aime ça. Fait que, donc elle vient avec moi, puis oui je pense que ils adorent ça voir ça. Ils ressentent peut-être, moi je suis quand même un peu stressée avant les courses là, malheureusement là, je devrais pas là, c'est à travailler là, la course en soi me stresse pas, mais quand il y a comme un événement ça me stresse, puis entre autres les enfants, on est allés tout le monde ensemble pour le marathon de Boston cette année, puis on était dans la chambre d'hôtel, puis là la veille, j'étais stressée, puis ma fille elle regardait ça puis elle dit mais maman, est-ce que t'aimes ça ou t'aimes pas ça, la course? La question qui tue. Fait que, pour elle, c'était comme tellement pas normal. Si t'aimes quelque chose, pourquoi tu te sens comme ça, finalement? Tu te dis, ben, t'as bien raison. Moi, c'est mon loisir, je vais faire ça pour le plaisir. On va relativiser, puis on essaie de passer le stress. Les enfants, ils ont vraiment... Mais, des fois, je pense qu'on pense à tort que ils comprennent pas certaines affaires ou ils ressentent pas certaines émotions complexes. Puis, tu sais, moi, je le vois avec un petit gars de 16 mois. Puis des fois, tu fais « Fuck, il comprend donc bien des choses. » Des fois, ça fait 2 semaines qu'il a pas vu grand-papa un tel, puis il fait des liens tout de suite, puis tu te dis, on pense que, vu qu'il parle pas beaucoup, il y a une mémoire qui est journalière, puis le lendemain, c'est un reset. Tu sais, je sais pas pourquoi je pensais ça, ou tu sais, j'en parlais avec des amis, puis tout le monde a comme, c'est un peu cette je sais pas pourquoi on s'imagine, parce que peut-être que plus tard, on n'a pas ces souvenirs-là. Fait que tu te dis, moi, je me rappelle pas quand j'avais 2 ans. Fait qu'à 2 ans, notre journée reset à minuit, puis on recommence le lendemain, mais ils ont des mémoires vraiment poussées. Mais j'imagine pas des 3-5 ans que, oui, tu dis, c'est juste des enfants. Non, ils catchent ces choses-là, puis ils ressentent maman qui est différente la veille d'une course, puis c'est vraiment impressionnant, cette intelligence-là, puis cette sensibilité-là. Fait que j'espère que ça va les pousser à en faire... pas nécessairement des sportifs. Je pense pas que ma fille, elle a une fibre de sportive, mais tu sais, la détermination, pousser un petit peu plus dans la vie. Je suis un peu inquiète, je suis pas sûre que je suis capable de faire ça, je suis fatiguée, j'ai pas le goût de continuer. Puis, rappelle-toi, là, moi, quand j'ai fait ça, l'autre journée, là, j'ai couru toute la journée, puis, tu sais, j'espère que ça va les pousser à être déterminés. Oui, c'est ça. On veut pas nécessairement faire des trailers parce que tu peux pas pousser ça à un enfant, mais je pense que dans le trail, dans ce sport-là, dans l'activité physique en général, il y a quand même des valeurs vraiment très positives que les enfants peuvent capter puis appliquer à leur sport ou peu importe ce qu'ils font après. Oui, absolument.
T'as récemment joint les Cute, le groupe de course à Québec dont j'ai parlé plein de fois sur le podcast. Qu'est-ce que t'as découvert avec les Cute? Ben, qui peut se dire au micro. Parce que, tu sais, des fois, si on parle trop que Mathieu, on peut pas tout répéter ici, là. Particulièrement dans les échanges de messages. Oui, c'est ça. Salut, Mathieu. C'est 18 ans et plus. Ouais. Des amis, finalement, là. Tu sais, des partenaires de course, des amis. Puis les Cute, c'est un groupe spécial parce que c'est tous des gens qui font de la trail puis qui font de la longue distance. Puis il y a des excellents coureurs. Il y a des gens qui ont beaucoup à t'apprendre là-dedans. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus que le club de course urbain que accessible qu'il y a un peu partout là, c'est quand même un groupe spécial là qui c'est ça. En fait, c'est comme un club qui est pas un club parce que pas de coût d'inscription, il y a un groupe Messenger puis c'est à vos risques et périls quand t'embarques là-dedans, mais comme tu dis, on peut beaucoup apprendre de ces gens-là. Puis je voyais que, tu sais, les Cute, il y a la sortie du mercredi, mais il y a toujours des choses qui s'ajoutent à ça. La traditionnelle fête à Mathieu, où on va virer jusqu'au chute Montmorency en course. Mais je pense qu'il y a une sortie que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, la traditionnelle sortie sur le sentier des Caps que t'as faite avec eux. Oui. Puis ça fait pas si longtemps que tu pratiques ce sport-là. Puis là, de côtoyer des gars, des filles qui font ça depuis, tu sais, une Marlene qui a joué, qui est dans les Cute depuis à peu près 1 an, qu'on voit beaucoup. Ça fait 10 ans qu'elle fait ce sport-là. Tu cours avec un Mathieu Fortin, avec un Thomas Duhamel, des gens qui, au-delà de la performance, on tasse ça complètement de l'équation. Ils connaissent leurs affaires. Ça fait longtemps, ils ont fait de l'essai-erreur en masse. De trippant aussi d'arriver comme ça quand ça fait 3-4 ans, mettons que tu gravites dans ce sport-là, puis là, t'entends des gens comme ça qui en ont vécu des histoires puis des vertes puis des pommures, là. Ouais, Marlene, c'est devenue ma très bonne amie. Je cours avec elle régulièrement. Elle a vraiment beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à partager. Puis la fameuse sortie au Sentier des Caps, qui ont voulu inclure 2 filles dans le Boys Club. C'était vraiment super le fun. C'est vraiment c'est le fun de pouvoir la semaine se trouver des amis, puis après ça, ça permet d'avoir d'autres amis pour la fin de semaine, pour des longues sorties. C'est une gang extraordinaire que j'aime beaucoup. Parlant du Sentier des Caps, parlant de ton début de saison, on s'est parlé dans le cadre de la Trail La Clinique du Coureur. Tu venais de faire le Trail Coureur des Bois, qui je pense qu'il avait très bien été. Oui. Ensuite, tu avais la Clinique du Coureur, ensuite tu avais le QMT. Parle-moi de ton début de saison jusqu'à maintenant. Ah, puis ça avait commencé avec Madère. Avec Marathon de Boston. Ah oui, c'est vrai. Puis, oui, j'ai couru le marathon. J'ai fait une préparation mixte, là. Oui, c'est ça. C'est ça, un peu mauvaise pour les deux, finalement. En même temps, ça peut servir l'un pour l'autre, mais c'est sûr que c'est un marathon à Boston puis Madère qui est très, très, très montagneux. C'est quand même un bon défi. On avait parlé ensemble de concilier les deux puis essayer de s'entraîner pour les deux, là. C'est ça. Fait que mon gros possible pour les deux, finalement, ça a été très agréable puis ça a bien été pour les deux. Le marathon de Boston, suivi de Madère qui était 12 jours après. Puis c'est ça. Après ça, j'ai couru le trail, le Coureur des Bois. Coureur des Bois, merci. Puis après ça, la clinique du coureur, je me suis refoulé la cheville. Ouais, c'est ça, parce que tu t'étais foulé la cheville à Madère. Ouais. Est-ce que tu le sentais, mettons, au Coureur des Bois ou dans les entraînements qui ont suivi? Ouais, moi, je courais la cheville TP. Ok, c'était vraiment TP. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est vraiment un mouvement banal. Même s'il était TP, je l'ai refoulé. Ah ouais. Puis finalement, il s'avère que mon ligament, il est déchiré. Là. J'ai fait une échographie depuis, là, puis le ligament, il est déchiré. Fait que dans le fond, j'ai plus de stabilité dans la cheville. Ok. Fait que ça me dérange pas quand je cours. Là. Les quelques jours après que c'était foulé, ça faisait mal, là, évidemment. Là, mais après ça, j'ai pas de douleur quand je cours, mais j'ai plus aucune stabilité. Puis le ligament déchiré, peux-tu se réparer ou... C'est peut-être chirurgical. Ah ouais, ok. Mais je suis pas sûre encore, mais de toute façon, je me ferais pas opérer là de toute façon. Là, c'est quand même une grosse chirurgie, une grosse convalescence. Okay. Il reste peut-être quelques petites fibres qui sont pas tendues, là, qui sont comme un hamac finalement, là, qui tiennent plus grand-chose. Mais ça explique pourquoi j'ai plus aucune stabilité. Là, puis, fait que j'ai changé de stratégie, puis je fais un taping solide avec beaucoup de couches, puis même avec ça, il faut que je sois quand même un peu assez prudente. Là. Fait que c'est un petit enjeu là dans les descentes puis dans les sections plus techniques, là, faut que ça soit bien tapé, bien serré. Ouais, c'est ça, surtout en trail, surtout dans de la trail technique, les chevilles se promènent. La Mestachibo pour le Québec Méga Trail, justement, ça a été extrêmement pénible. Ouais, sûrement. Hein?
Parce que surtout c'était mouillé, tu sais, il y a plu, puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai mon taping était rendu mouillé puis il tenait plus. Oh, OK. Puis quand je suis arrivée à Saint-Tite-des-Caps, là où on avait le ravitaillement supporté, il y avait mon chum qui était là, puis il était 3-4 amis qui m'ont accueilli, puis on sortait d'une section qui était super roulante là avec plusieurs kilomètres 4 quand même kilos avant Saint-Tite, genre? Oui, qui Ça sont va, quand même là. super rapides, puis fait que là je suis arrivée en feu à ce ravitaillement là, puis là j'ai vu mes amis, puis je savais pas à ce moment-là j'étais deuxième, mais je savais pas la troisième était combien de temps derrière moi. Fait que je suis arrivée super excitée de voir les gens, puis là j'ai dit j'ai la fille dans les fesses, faut que je continue. Mais elle était pas dans mes fesses pantoute, mais je savais pas, j'avais l'impression. Fait que je suis arrivée super excitée, puis j'ai arrêté 14 secondes, puis là j'ai embarqué dans la Mestachibo, puis là c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais plus de support de cheville là. Donc ça a été une très longue épopée la Mestachibo là, ça a été quand même pas mal difficile et ben surtout interminable là. J'ai trouvé là tu sais je sais pas à quel point je l'aurais fait plus vite avec une cheville solide là, l'histoire le dira jamais, mais l'avantage d'une portion aussi technique, c'est que magané ou pas, ligament ou pas, la fille derrière, la fille devant ont pas avancé beaucoup plus vite probablement que toi, alors que si ça avait été un 20 kilos plus roulant, là, tu te dis, tu sais, chaque kilomètre que je réussis pas à être à mon plein potentiel, tu sais, en mode compétitif, en mode je veux avancer plus vite, ça peut faire mal. Là, Mestachibo, j'ai comme l'impression que c'est le pire endroit pour une cheville maganée. Ouais. Et le meilleur endroit pour pas perdre beaucoup de temps. Ouais, peut-être, effectivement. À la vitesse que ça avance. Juste quand tu déposes le pied, à chaque fois, c'était difficile. Ouais. Le moral de cette histoire, j'aurais dû couper mon taping et le refaire à Saint-Tite. Puis le 3-4 minutes que ça aurait pris à faire ça, je l'aurais regagné dans la Mestachibo. Ça, c'est certain, là. Avec moral de cette histoire, la prochaine fois, je dois changer absolument. Prendre le temps, le taping. Absolument mon taping. Donc, bref, j'ai pas couru la clinique du coureur, à peu près 15-20 kilomètres, là, j'ai dû arrêter parce que j'ai fini d'arracher les ligaments qui restaient de ma foulure de Madère. Tu venais de dire sur le podcast, je suppose que c'était l'état d'esprit dans lequel t'étais. C'était une course entraînement aussi. Oui, c'est vrai. Ça demeure qu'une course entraînement, je veux pas dire que c'est ça qu'il faut faire, pas du tout. Mais tu sais, quand t'as un objectif depuis toute l'année ou depuis des années, tu te ramasses à la course que tu rêves depuis des années, ça se peut que tu cours quand ça fait mal encore, mais là, quand c'est une course préparatoire, c'est la bonne décision à prendre, là. C'était hyper boiteux. Hyper technique. J'étais pas assez avancée dans la course pour que ça vaille la peine d'essayer de continuer. À Madère, quand je l'ai foulé, j'étais au kilomètre 55 sur 85. Puis c'est les 55 premiers, c'est de la montée. Puis après ça, les 30 derniers, c'est de la descente. Puis là, quand c'est arrivé, ben faut que tu continues de toute façon. Fait que là, tu continues. Puis là, à un moment donné, la douleur, elle s'estompe un peu. Tu te rends compte que t'as pas de stabilité, mais il y a un peu moins de douleur. T'as pas le choix de continuer. Puis là, le ravitaillement d'après, mon chum était pas là. Puis là, le ravitaillement d'après, il était là, puis c'était le dernier. Il restait un 10 km avec une butte de 500 mètres de D+. Puis non, 15 km avec une butte de 500 mètres de D+. Puis quand j'arrive là, je le vois au loin, j'y crie « J'ai foulé ma cheville! Refais mon taping! » J'avais aussi déjà un taping, là. J'étais déjà fragile de foulure de l'année passée. Fait que là, il devait refaire mon taping. Puis là, il dit « Ben, j'ai pas le stock, j'ai rien. » Puis à ce moment-là, j'étais 5e. Puis la fille devant moi était pas mal en avant. Puis la fille derrière moi était pas mal en arrière. Fait que là, il m'a dit « Là, je peux pas t'aider. Fun run pour la 5e place. En way. » Puis il m'a lancé dans le sentier. Fait que j'ai fini ma course puis j'étais contente, là. J'ai pas eu mal, là. Ça m'a ralenti, mais j'ai pas eu mal. Tu sais, le mal était fait, là. Il était déchiré du moment que ça a fait de crunch, puis j'ai pas mal j'ai vu des étoiles j'ai fait une petite lipothymie là, légèrement perdu connaissance là, quand ça a foulé j'ai vu des étoiles, il fallait que je me tienne là, j'étais plus debout là. Aïe, t'as continué puis après 2-3 minutes ça va le faire. OK, non, c'est correct. Clopin, on y va. Ouais, c'est ça. Quand faut finir, hein? C'est ça. Et là. Fait que ton QMT, tu t'alignais sur le 80. C'était ton troisième 80 en moins d'un an parce que t'as remporté l'UTHC 80. T'as amené 5e à Madère. Cette distance-là, c'était ton troisième essai dessus. Est-ce que tu sens que t'as gagné en expérience sur cette distance-là? Tu sais mieux comment le gérer à force à force d'en faire, on n'a pas fait 50, mais 3, ça reste que de fois en fois, on gagne en expérience. 3 dans l'année, oui, puis je pense que c'est quand même la bonne distance pour moi, finalement. Je pense que c'est une distance qui me convient, puis que
si là je vais essayer bientôt des plus hautes distances. On Ouais. va voir si ça me convient ou ça me convient pas, mais je pense que 80 c'est une distance où ça fait pas trop mal, c'est assez long, c'est tu sais un 50 ça va vite, ça fait mal. Ouais. Un 80 ça va un peu moins vite, ça fait un peu moins mal. Pour moi en tout cas, je trouve que c'est la combinaison parfaite Ouais. là. Moi je me mets pas dans le rouge là dans les courses. Je sais pas les autres du 80 s'ils se mettent dans le rouge là, mais moi j'ai l'impression que je me mets jamais dans une situation tu sais où ça fait vraiment très les débuts de course ça fait mal là parce que je me fais emporter puis Par engouement, puis... c'est ça. Mais après pince ça là, rapide. une fois que tu sais il y a 10 km de fête puis qu'il y a plus personne puis que là, tu te retrouves toi avec toi dans la forêt, c'est là que le fun commence. Là, Ouais. le début là, j'aime pas vraiment ça là, mais Tout le monde après un peu ça, compacté, là. ouais, tu sais, tout le monde est compacté, c'est Surtout le stressant. comité, c'est, je veux pas dire les mauvais chiffres, mais c'est pas loin de 500 personnes qui partent en même temps, là. Tu sais, le 110 Oui. plus le 80, Oui. tout le monde ensemble à partir de Saint-Tite. Puis on fait de la route Ouais. à 4,15 le kilomètre en Oui, gros peloton là. Puis rapidement, l'entonnoir, tu sais, c'est pas, tu sais, je veux dire, l'entonnoir vient quand même loin, mais pas tant que ça. Fait que la montée, Ouais. la première montée, le premier 7 km, il est 900 mètres de D+, sur 7 km. T'es tout pogné à travers tout le monde, là. Tu sais, si t'as pas pris le bonne place dans le peloton, c'est pas passionnant, là. Ouais, fait qu'au début ça goûte le sang, c'est ça, c'est pas passionnant. Ça a goûté le sang. Puis après ça, tu sais quand tu prends ta place puis là que t'es rendu dans la forêt avec Ouais. toi-même là, c'est là que je commence à aimer ça puis je trouve Ok. que c'est ça j'ai jamais goûté à ma pain cave encore. Ah oui? Peut-être que c'est à cause justement que la distance me convient, peut-être que c'est parce que je me force pas assez. Des fois je me disais ça, est-ce que je pousse pas assez? En même temps, est-ce que j'aime ça puis je continue à en faire autant parce que je me mets pas dans le rouge Ouais. puis je me rends pas à avoir mal, c'est un peu difficile là. J'ai quand même le goût d'explorer c'est quoi ma limite, c'est où je vais avoir la douleur, la madère, tu sais je crois les gens t'encourageaient là, keep digging. Puis je suis comme mais I'm creuse not sur rien. digging. J'ai vraiment du plaisir. Ouais. Mais j'écoutais quand t'as fait l'entrevue avec Claire. Ouais, Banwart. Oui, c'est ça. Puis je me suis un peu reconnue dans ce qu'elle disait là. Je crois pas que c'est physiologique là son son enchaînement. Puis je pense pas que c'est un exemple pour Monsieur, Madame, tout le monde. Ça fonctionne pour elle, mais je pense pas que je pense pas que c'est. Ben, elle a comme gagné une course de 360 km en Suisse la semaine après la Hard Rock, là, tu sais, qu'elle a fini sur une jambe, qu'elle a marché le dernier 100 kilos. Je faisais juste le mentionner pour les gens que oui, ça a pas de sens. je suis fascinée par cette fille-là, puis c'est incroyable, mais il faut faire attention de pas se fier à ça, parce que la ligne est mince entre ce qui est physiologique puis ce qui est pathologique, puis pour le commun des mortels, c'est pathologique, là. Non, puis c'est intéressant pour les médias du sport, puis je m'inclus là-dedans, tu sais, des histoires, des gens qui enchaînent beaucoup de courses. On a beaucoup, tu sais, Éric Méguy, Simon Guérard, Francis Picard, des gars au Québec qui enchaînent des courses à des rythmes assez intenses, puis c'est extrêmement impressionnant, puis ça fait de la belle matière pour un podcast, pour jaser, mais il faut pas que ça devienne un standard, dans le sens que c'est des physionomies, c'est des gens qui ont une force mentale, c'est plein de facteurs que je peux pas énumérer qui font que ces gens-là sont capables de le faire, mais ça peut pas devenir un standard. Non. Mais j'étais content de l'entendre dire que elle se met pas dans le rouge. Oui, puis j'ai aimé ça aussi, puis je me suis un peu reconnue parce qu'elle disait dans le fond, c'est juste un peu plus vite que ma randonnée usuelle. C'est comme des bons classements Ouais. pour un peu plus vite, on Oui. dira là. Mais elle dit c'est juste un peu plus vite que ma randonnée, puis je suis dans la forêt, puis j'aime ça, puis je me mets pas dans le rouge, fait que c'est juste toujours agréable. Ouais. Puis je me dis ben c'est vrai, peut-être je me mets pas dans le rouge, peut-être je me force pas assez, mais c'est la clé pour aimer ça finalement. Bref, le 80, pas dans le rouge, c'est une distance que j'aime beaucoup. Ben, c'est l'équilibre à trouver. J'aime ce que tu dis de... Moi, je suis pareil, je me reconnais dans tout ce que tu dis, parce que se mettre dans le rouge... Tu sais, moi, la Pain Cave est arrivée sur du très, très, très long où peu importe à quel pace tu vas, puis même si t'es en zone 1 easy run, ça reste qu'après 20 heures dans le bois, il y a des choses spéciales qui se passent, mais je suis pas capable. J'ai fini mon QMT 50 en me disant je suis prêt à partir de l'autre sens. Ah Puis ouais. le faire de l'autre. Puis je me suis dit, j'étais comme négatif, j'étais comme, ben là, tu dis que tu vas faire des courtes distances cette année, puis tu finis comme super fresh. Clairement, j'aurais pu aller plus vite, mais j'aurais-tu eu du fun? Je sais pas. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est le fun d'être dans le rouge, mais pas longtemps. Moi, sur un entraînement d'intervalle, sur ce matin, je faisais un 4 km de montée à travers une course, à travers un entraînement où il fallait que je pousse plus. Ce 4 km-là, il est vraiment le fun, mais il dure 18 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Mais je suis fasciné par les athlètes qui réussissent à être dans le rouge longtemps. Tu sais, puis je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis de
le juste milieu entre pas la pain cave puis avoir du fun, là. Ouais. C'est dur à trouver ce X-là entre ces deux variables-là. Mais je suis quand même à la recherche de ma pain cave. Ouais, t'aimerais ça aller passer un petit tour là? Ouais, je pense que oui. Tu sais, j'aime aussi beaucoup la philosophie de Courtney, puis je trouve ça beau, Ouais. qui embrace the pain, puis qui remercie, tu sais, à la hard rock, elle remerciait le toughness du parcours, puis tu sais, dans le fond, à chaque course qu'elle fait difficile, elle agrandit sa pain cave. J'adore ça, là. J'aimerais découvrir où est ma limite, là. Peut-être que c'est dans les prochaines semaines que je vais la découvrir. Je pense que pour les gens comme toi, comme moi, qui cherchent pas à se mettre dans le rouge pendant de longues périodes dans une course, je pense que la clé pour aller visiter cette pain cave-là, c'est peut-être la distance. Puis encore là, si quelqu'un est bien dans le 80 km, il veut pas pousser, c'est pas nécessaire d'aller la visiter, cette pain cave-là. Mais si, tu sais, c'est soit se mettre dans le rouge sur un 50, mais je vois pas comment c'est possible. Tu sais, dans ma tête, c'est pas le fun pousser puis ça goûte le sang pendant 50 km, mais la très longue distance, je pense, peu importe la vitesse à laquelle tu vas, tu le feras en marche puis t'aurais, je pense que c'est la carence de fatigue, c'est tout ça qui arrive ensemble, ce qui finit par creuser, par créer cette espèce de pain cave là, puis tu vas la trouver là, mais c'est sûr que quand tu te pousses pas dans le rouge, dans les retranchements, tu le verras peut-être pas, puis c'est pas nécessaire non plus là, parce que je comprends que ton QMT 80 t'as eu du fun. Oui, Ouais. oui, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. C'était super, ouais. Puis Sentier des Caps, tu l'avais fait avec les cutes, là, de le faire en mode course, ça a été un peu différent comme expérience? J'ai rien reconnu du sentier. À chaque fois que je regardais, je me disais, mon Dieu, je suis jamais venue ici, moi. J'ai rien reconnu. Tu le vois pas pareil quand t'as pas la tête à la même place, je sais pas. Ça se peut très bien. Ça s'est terminé avec une deuxième place sur le QMT 80. Oui. Là, ça fait 3 fois que tu fais cette distance-là. Les 3 fois, en tout cas sur papier, ça va très bien. Une première place à Arikana, Madère, QMT. Là, j'ai compris que tu t'en allais vers des horizons un peu plus longs. Qu'est-ce qui t'attend? Là, le prochain objectif, ça va être Arcana 125. OK. Donc, ça va être ma plus longue distance. On va voir si ça me convient. Ouais, avec une nuit rapidement, mais une nuit complète pour à peu près tout le monde. Oui. C'est des bons ingrédients pour aller visiter la cave dont on parlait. Je m'étais toujours dit que je dépasserais jamais le 100 km parce que je voulais pas courir de nuit, mais je pense que on est beaucoup à être comme ça, là, que finalement l'année d'après, t'as du plaisir à 80, on va l'essayer. Puis avant ça, la semaine, 3 semaines avant, au Chic Choc, je vais pacer un des gars des Cute justement dans la section de nuit. Ça va être une bonne pratique faire. C'est officiel, tu paces, parce que la dernière fois qu'on s'est vu au Cute, tu disais, je vais être là. Oui, je vais pacer Luc Doucet. Pendant les Chic Chocs, mais qui va courir avec René Morissette puis Mathieu. La gang des Cute. Fait que sont les trois ensemble qui veulent ils vont être les 3 avec 3 pacers. Fait que il y a des chances qu'on court à 6. Ça pourrait être un gros party de 6, là. Ça pourrait être un gros party. C'est la première nuit, fait que je pense que ça y est. Ça va quand même rouler encore. Fait que est-ce que tu sais déjà de où à où tu vas courir? Non, j'ai pas regardé vraiment encore. Quelque part dans la nuit. Mais la première. C'est comme un 50 km de la première nuit, ouais. OK. Fait qu'en build-up pour Arcana, t'as un 50 km à l'UTFS, 50 km d'un Chic Choc en pacing. C'est des bonnes longues sorties avant de... Ouais, finalement, je vais faire 100 à l'UTFS. Ah, c'est vrai? Tu sais, mardi, on pouvait changer la distance jusqu'à minuit, là, mais à 10h50, j'ai changé ma distance. Mais en mode entraînement, quand même. Oui, mais quand même, c'est je me suis dit que je gagnerais confiance en faisant un petit peu plus long, puis que ça avait l'air magnifique, finalement. Oui, c'est ça. Ça a l'air vraiment magnifique comme événement. Fait que tu vas aller creuser un peu cette nouvelle distance-là. Fait que quand tu vas dépasser 80, 81, 85 à Madère, là, tu vas regarder sur ta montre, tu vas voir, OK, nouvelle zone, on arrive dans un nouvel environnement. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est parfait parce que Arikana 125, c'est quand même un gros step. T'sais, en fait, je te rassure, moi je suis passé du 80 au 125. J'ai pas senti que la distance puis la durée était un gros step. Ça reste que sur papier, c'est un marathon de plus. Fait que là, d'aller chercher 50% de plus. C'est ça, exact. Fait que là, d'aller chercher un 5 kilos avant, c'est quand même... on fait la moitié du parcours. Exactement. OK, intéressant. Ça va être une belle combinaison. T'as-tu déjà des choses planifiées après Arikana? Je suis pas certaine encore. Okay. J'aimerais ça faire quelques courses internationales. Là. Fait que j'ai regardé. Il y en a plusieurs qui m'intéressent cette année, là, mais j'ai pas. Peut-être Puerto Vallarta, peut-être Whistler, peut-être la Transmartinique. Ok. Puis après ça, à l'hiver, je regardais la Transvulcania, qui me tentait beaucoup. J'aimerais ça aller à l'UTMB au Japon. Fait que bref, j'ai pas arrêté encore, mais il y a quelques courses. C'est un beau rabbit hole quand on se met à regarder les courses possibles à l'international. Certainement une à l'automne puis une à l'hiver. OK.
très, très intéressant. Parlant d'international, j'ai le goût de t'amener sur un dernier sujet de trail avant qu'on parle de rein. Ça me fait rire de dire qu'on va parler de rein, mais ça va être super intéressant, j'ai aucun doute là-dessus. T'es allé à La Réunion l'année passée. Parle-moi de l'expérience d'aller courir dans ces sentiers-là qui sont mythiques quand on se met à triper sur le trail parce qu'il y a la diagonale, parce qu'il y a cet événement-là, mais parle-moi de La Réunion. C'est tellement, mais tellement beau, la Réunion, là. C'est, je pensais que ça allait être beau, mais c'est à couper le souffle, là. Okay. C'est vraiment une coche plus beau que j'ai voyagé, j'ai passé ma jeunesse à voyager pack-sac un peu partout dans le monde, puis la Réunion, c'est quand même un des endroits les plus extraordinaires que j'ai vu. Fait que c'était extraordinaire. On est allé courir tous les jours là-bas. C'est super technique, là. J'avais de la misère à croire que les gens couraient au complet. Nous, on le faisait à coup de, je sais pas, entre 20 et 50 par jour. J'ai de la misère à croire que les gens sont capables de le faire, mais on se dit toujours ça, là, mais c'est extrêmement technique. La roche volcanique, c'est vraiment très abrasif. Comme en a témoigné mon genou sur une bonne chute, là. Ça pardonne vraiment pas les chutes là-dedans, là. C'est super abrasif. C'est magnifique. Puis le concept de partir faire un voyage de course, ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, courir tous les jours, tu te lèves le matin, t'as juste ça à faire. Après ça, on revenait. C'est quand même assez long, là, parce que nous, on était à un endroit sur l'île, puis on rayonnait autour. Il y a moyen de planifier puis dormir à différents endroits parce que les routes sont super difficiles, là. C'est des cliffs, ça rencontre, faut que tu recules. C'est, même si c'est comme l'Europe, là, c'est pas vraiment des belles conditions. C'est pas comme à Madère, là, que ça se conduit beaucoup mieux pour, qu'ils appellent ça la petite Réunion, Madère, là. Mais c'est un petit peu moins spectaculaire, mais beaucoup plus sécuritaire finalement. Fait que nous, on avait choisi un endroit puis on rayonnait. Puis l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de microclimats partout sur la Réunion. Fait que si tu as choisi que tu vas dormir dans tel cirque 2 jours, tel cirque 2 jours, tel cirque 2 jours, ben peut-être tu vas attraper la pluie au moment où tu vas être là. Puis c'est plate, là, faire monter 5 heures puis pas avoir de vue en haut. Et nous, l'avantage, c'est que souvent, ça prenait 2 heures, des fois 3 heures de route se rendre, mais on regardait la météo puis on allait là où il faisait beau sur l'île, finalement. Donc, puis il faut que tu montes très tôt parce que, classiquement, à La Réunion, à partir de 10-11 heures, il y a des nuages. Là, si t'as pas eu le mémo qu'il faut que tu partes vraiment tôt, il faut que tu vas au sommet avant 10 heures, tu rates complètement le point de vue. Fait que tous nos départs étaient à 3 heures du matin, faire la route, monter. Je sais pas si mon chum a le goût d'en refaire un nouveau voyage comme ça. Le griot dans l'auto à 3 heures du matin, je sais pas, là, mais on repassera pour des vacances. Mais après ça, quand t'arrives au sommet, ça le vaut 100 fois. Puis on arrivait juste pour le coucher du soleil. Fait qu'on prenait un petit verre sur le bord de la plage, coucher du soleil, on soupait, on se couchait tôt. C'était extraordinaire. Puis je trouve que c'est encore plus le fun de faire un voyage de course que de faire un voyage pour une course. Ouais, c'est, j'allais dire, à t'entendre, ça me fait penser, quand tu fais une course, j'en ai fait quelques-unes, de se rendre quelque part à l'international pour faire une course, c'est un trip immense, mais les 3-4 jours avant, faut que tu te retiennes. Je me rappelle avoir couru beaucoup trop avant une course parce que t'es comme excité de visiter des déserts, des places que t'as jamais vues. Fait qu'il faut que tu te limites un peu. Puis après, ben c'est ton corps qui te limite un peu. Fait que tu sais, c'est pas un long voyage. Tu sais, je regardais Joanie puis Julien, Joanie Desroches, Julien Lachance pour les nommer. Ils sont allés faire le marathon du Mont-Blanc, mais ils ont été partis longtemps. Fait qu'ils ont pu aller jouer dans des parcs, je pense, dans les écrans et tout. C'est avoir la zone de transition entre les deux. Mais sinon, tu vas, mettons, 10 jours, puis au centre de ces 10 jours-là de ta course, 4 jours avant, 4 jours après, tu peux pas vraiment courir des longues journées, là. Exactement. C'est ce que j'ai trouvé puis je pense que je vais continuer à faire des voyages de course plus que pour des courses parce que, les courses en général, faut trouver le juste milieu aussi pour ça parce que tous les coureurs déteste le taper, là. Il y a des bobos qui ressortent, t'as le goût de courir, tu peux pas faire ça. Après ça, moi, j'aime ça courir, j'aime ça faire du volume. Puis quand on me dit, cette semaine, faut que tu coupes ton volume de 50%, je suis pas heureuse. Fait que faut trouver le bon nombre de courses qui te limite pas trop avant, après. D'ailleurs, à la clinique du coureur, quand je me suis foulé la cheville, là, un de mes malheurs, je me disais, j'ai fait un taper pour rien! J'étais malheureuse d'avoir raté une belle semaine de cours des entraînements, puis finalement, pouette, là, finalement, là. Fait que bref, faut trouver, je trouve que mi-chemin entre les, c'est le fun de courir avec des amis 40-50 km la fin de semaine, c'est le fun de faire ça. Il y a un tonnerre dehors. C'est le fun de faire ça, puis c'est le fun, avoir des courses d'autres fins de semaine. Fait qu'un beau mix, mais un voyage de course, t'en profites nettement plus qu'un voyage pour une course. Mais en même temps, explorer des courses internationales, t'arrives là avec ton complexe d'infériorité, la petite québécoise, t'as l'impression que c'est tout c'est une belle expérience à vivre aussi. Le combo est intéressant, mais c'est sûr que
pour la course, pour la passion, pour l'amour de la course, je t'écoute puis j'ai l'impression que d'aller faire un voyage de course quelque part puis vraiment de se planifier des sorties tous les jours puis ça devient une semaine choc, peu importe, ça reste que tu te limites beaucoup moins, là. Mais il y a un trip à prendre un dossard. Il y a un trip à prendre un dossard, ouais. À voir qui sont ces gens compliqué, qui sont... hein? Julie, je te propose qu'on se prenne une mini-pause pour un message d'un partenaire puis qu'on se parle de l'autre côté de néphrologie. Oui. Voilà. À ne pas confondre avec la nécrologie. Oui, c'est ça, exact. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagnon. On a reçu une bonne question. Pourquoi, quand je cours, j'ai parfois des ballonnements ou un urgent besoin d'aller aux toilettes? Ben ça, c'est à cause de nos membranes semi-perméables qui sont à l'intérieur de notre corps, dont celle de l'estomac et celle de l'intestin. Il y a un principe qui s'appelle celui-là d'osmose. C'est que quand on va avoir du sucre dans une sphère comme l'estomac, par exemple, l'eau va être attirée pour pouvoir le diluer. Fait que c'est ça qui va nous faire des ballonnements ou qui va faire qu'on va se sentir mal à l'intérieur de nous. Le truc, c'est de permettre au sucre d'être disponible dans notre corps en entier. Fait qu'il faut qu'il sorte de l'estomac, il faut qu'il soit pas tout de suite dans les intestins. Donc pour ça, quand on va prendre une bouchée de gel ou une bouchée de barre sucrée par exemple, il faut rendre de l'eau dans notre corps pour que ça reste pas pris à l'intérieur des petits compartiments puis éviter que ça fasse blouk 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 puis qu'on soit plus pantoute parlable. Fait qu'avec le sucre, on s'hydrate. Exact. Merci beaucoup Natacha. Bienvenue. Julie, parlons de reins parce que comme je le disais tantôt, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de conditions par rapport au trail, par rapport à l'ultra, qui partent des reins. Avant qu'on entre dans les problèmes potentiels ou les quoi faire, quoi ne pas faire, parle-nous de... Ça va vraiment être rein 101, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs comme moi qui connaissent pas grand-chose à la biologie médicale. Parle-moi de ce que fait le rein pour le corps. Ben le rein, c'est l'organe le plus noble du corps humain. Non, il y a une spécialiste qui a fait sa spécialité là-dedans. On va le prendre avec des pinces. Non, ça, je te laisse. Il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas de pneumologue dans la salle, donc parfait. C'est l'organe le plus important, moi, je t'écoute, évidemment. Je te suis, fait que le rein, le plus important, le plus noble. Bon, le rein, ça a deux fonctions principales, finalement. Là. Ça nettoie le corps des déchets, puis ça gère le liquide dans le corps. Fait que finalement, tout le volume du sang finit par passer par les reins. Il est nettoyé, il est filtré, puis après ça, l'eau avec les déchets sort dans l'urine. OK. Fait que grosso modo, c'est ça. Quand les reins fonctionnent plus, on peut les brancher sur une machine de dialyse. On peut brancher la personne sur une machine de dialyse. Puis la machine de dialyse va faire la même chose. Elle va enlever les déchets, puis elle va enlever l'extra eau, finalement. Puis après ça, l'autre option, quand on n'est pas, quand c'est pas de la dialyse, c'est la greffe rénale. OK. Fait que dans le fond, quand on greffe quelqu'un, on prend le rein de quelqu'un d'autre qui va remplacer la fonction complètement du rein. OK. Puis dans le cas qui nous intéresse ici par rapport au sport d'endurance, par rapport à l'intensité, on peut parler d'un deux côtés parce que j'ai l'impression que sur du très très longue distance, il y a des choses à surveiller, mais sur de la courte distance, sur un effort plus intense, il y a aussi des choses à surveiller. Qu'est-ce que maltraiter son rein peut donner comme résultat quand on est en train de faire une course, puis que nos reins nous lâchent ou que ça se passe pas comme il faut? Ben, en fait, on peut mourir, là. Littéralement. Aussi simple que ça, là. Quand on peut dire que le trail, c'est un sport extrême, on peut dire que c'est un sport extrême parce qu'on peut mourir parce que les reins. Ouais. Okay. Oui. On peut tomber on peut tomber en bas d'un cliff, là, mais oui, là, Non, parlons des reins. Oui, c'est ça. Je pense que ben, même dans les marathons, là, tu sais, ça a été décrit, les premiers problèmes rénaux chez les coureurs, ça a été décrit dans les marathons, puis il y a des gens qui sont décédés. Là, ce qu'on voit dans les marathons, surtout, c'est de l'hyponatrémie. Fait que ça, c'est le premier problème qui a été vu, parce que de toute façon, c'était pas la mode, la trail, à l'époque où on a commencé à avoir des hyponatrémies chez les marathoniens. Là, ça a commencé par le marathon, puis après ça, plus on se rend vers l'extrême, puis là, il y a les autres problèmes qu'on peut parler après, la rhabdomyolyse, l'insuffisance rénale. Il y a des gens qui finissent en dialyse, qui peuvent convulser, mourir. Mais vraiment, dans les marathons, c'est le problème principal, c'est l'hyponatrémie. Puis vous avez, tu sais, la plupart des gens ont déjà vu des images de gens qui arrivent là sur un marathon, puis ils titubent, puis ils ont pu, ils marchent en robot, puis ils sont en train de s'effondrer là. Fait que ça, le plus souvent, c'est de l'hyponatrémie. Okay. Puis ça arrive aussi quand même
quand même souvent en trail. Là. Ouais. T'as reçu Anne Champagne qui a décrit ce qui s'était passé à la fin de son Bromont Ultra, puis on avait eu la conversation avec elle qui avait abandonné, puis t'sais, honnêtement, continuer dans des conditions comme ça, c'est vraiment une hyponatrémie qu'elle avait, mais continuer dans des conditions comme ça, comme la suite des choses, c'est convulsion, coma, mort. Là. Ouais, c'est ça. Il y a pas le choix. Là. Quand t'es rendu... il n'y a jamais de mauvaise raison d'abandonner. Moi, c'est le cas que je répète souvent. Quand, dans une course, peu importe ce qui se passe, la décision, c'est ça que tu veux prendre, c'est la bonne. Même si le lendemain, tu te rends compte que peut-être pas, sur le coup, c'est la bonne. Mais là, dans ce cas-ci, puis c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de parler des signes de ça, parce que il y a des gens qui nous écoutent, qui vont faire de la longue distance, puis qui à un moment donné vont avoir un enjeu avec leur rein. C'est peut-être pas aussi dramatique que les cas les plus extrêmes, mais il faut qu'il y ait de reconnaître ça, puis se dire ça, là, ça, c'est un cas d'abandon. C'est pas un cas de « moi, boire de l'eau, puis ça va passer ». Exactement. Fait que le problème avec l'hyponatrémie, c'est que les gens, ils boivent trop d'eau. OK, c'est littéralement la surhydratation. Là. C'est la surhydratation. Fait que dans le fond, quand on sue, on perd de l'eau, on perd du sel aussi. Puis on peut avoir les deux finalement en course. On peut faire de l'hypernatrémie parce que là on est déshydraté puis ça fait de l'insuffisance rénale, puis on peut faire de l'hyponatrémie. Puis l'hyponatrémie finalement, c'est les gens qui vont se donner des cédules à boire, je dois boire telle quantité à telle fréquence. Puis là finalement, on perd le sel dans la sueur. On prend des boissons, des Gatorade, des choses comme ça, qui sont hypotoniques. Là, ça veut dire qu'il y a pas assez de sel puis d'électrolytes pour compenser ce qu'on perd. Fait que ça reste que c'est de l'eau qu'on boit quand on boit ces affaires-là principalement. Okay. Fait que c'est une fausse rassurance. Là. C'est mieux que rien, mais c'est une fausse rassurance. Ça reste que c'est surtout de l'eau qu'on boit à ce moment-là. Fait que si on se donne des horaires pour boire, il y a des chances qu'on boit trop par rapport à la quantité de sel puis d'électrolytes qu'on a. Ça, c'est super dangereux. Ça fait de l'œdème, ça fait de l'enflure du cerveau, finalement. Fait que ça arrive quand même vraiment souvent dans les marathons. Puis je pense que ce qu'il faut retenir dans la trail, c'est qu'il faut écouter la sensation de soif. Ouais. Il faut boire à notre soif. C'est ça qui est dangereux. Puis même chose, si on boit pas assez, puis là, le sel est trop haut dans le sang, mais là, on va devenir déshydraté, puis on va faire de l'insuffisance rénale. Fait que ça, c'est l'autre problème aussi. Tu sais, dans le fond, le sang... quand on est déshydraté, on n'a plus assez de liquide dans le corps, on n'a plus assez de sang, puis le sang, il va dans le rein, puis il est filtré dans le rein, puis le rein, il a besoin d'avoir la même pression de filtration tout le temps. Fait que s'il y a plus beaucoup de volume, ben là, le rein, il commence à en manquer, puis là, il va commencer à faire de l'insuffisance rénale, puis ça, c'est extrêmement dangereux. Puis il se rajoutera à ça, ce qu'on pourra parler après, les anti-inflammatoires. Oui, c'est ça. Puis la rhabdomyolyse, qui est le plus gros problème qu'on voit en ultra-trail. Donc bref, première chose à retenir pour les coureurs, je pense, c'est essayer de garder nos stimuli de la soif puis de boire quand on a soif, pas à l'extrême. Puis dans les courses, c'est quand même bien quand ils pèsent les coureurs. Sur les longues distances, là. Ouais. Faut prévenir notamment ça. Oui, exactement. Okay. Fait qu'il faut prendre, tu sais, les gens vont prendre 2-3 kilos, quelque chose comme ça. Mais si t'as pris 5 kilos, ça marche pas, là. Okay. Fait qu'on surveille la prise de... Puis pourquoi dans mettons, au QMT, je pense qu'ils prennent ça à Saint-Tite, fait que les coureurs du 100 000, ils ont 100 kilos, 100 km de fait. Qu'est-ce qui explique cette prise de 2-3 kilos-là? C'est ce qu'on consomme, puis c'est l'eau, puis ça, à 2-3 kilos, c'est normal? Oui. Fait que si t'as perdu trop de poids, là, t'es en déshydratation, c'est pas correct. Avoir un petit peu de poids en surplus, ça, c'est vraiment correct. Si t'as pris beaucoup d'eau, t'as pris de l'eau, du sel, c'est adéquat, mais plus que ça, là, il y a vraiment un risque important de l'hyponatrémie. Fait que la pesée pas des patients, mais des coureurs. On veut pas qu'ils deviennent des patients. Non, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est vraiment, ça, c'est essentiel aux courses, finalement. OK. Fait qu'il faut vraiment boire à sa soif, mais des fois, tu sais, dans de la longue distance, on perd certains repères, puis là, ça devient difficile. À un moment donné, on n'a plus on n'a plus du tout la faim. Tu sais, tout le monde, ça leur est déjà arrivé, si ça fait une couple d'années qu'ils font ça, que une longue sortie, une longue course, l'estomac te lâche, t'as plus faim, t'as plus la sensation de faim, ton corps te dit que t'as pas faim parce qu'il t'envoie pas le signal de let's go mange, puis quand t'essayes, ça roule dans la bouche, il y en a qui vont vomir, fait que là, OK, la bouffe rentre plus, je dois plus avoir faim. La soif, il y a ce risque-là aussi, dans le sens que, oui, on peut s'écouter, mais on peut avoir des signaux un peu contradictoires parce qu'on est en train de faire une course, là, on fait des efforts particuliers. En fait, oui, là, nos récepteurs peuvent être biaisés, il y a des hormones, il y a des signaux qui sont envoyés pour la soif qui sont pas la même que la faim, là, tu sais, la faim, c'est
c'est une des raisons pour lesquelles on mange pas, c'est qu'il y a pas assez de sang qui va au tube digestif. Là. C'est pas les mêmes mécanismes que, c'est complètement différent que la soif, mais il y a aussi, effectivement, là, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, là, mais on peut perdre un peu la sensation de soif, mais ce sera pas de la même façon que la sensation de faim, finalement, puis jamais au même niveau, là. Y a-tu d'autres signes qu'on peut remarquer? Tu sais, l'image qui me vient en tête, ça n'a peut-être aucun lien, mais tu sais, quand il fait très chaud, à un moment donné, tu sors pis ta veste d'hydratation est remplie de sel, tu sais, les cernes de sel, puis des fois, moi-même, quand il fait chaud, du front, des yeux, je vais avoir vraiment une accumulation de sel. C'est un signe de quelque chose qu'on peut surveiller ou ça non, pas ça de c'est lien? juste normal. La sueur, tu sais, elle contient du sel, mais elle contient plus d'eau que de sel quand même. Quand il fait très chaud, on en perd plus, mais c'est pas un signe de je suis en train de perdre trop de sel. Non, si t'es vraiment, puis c'est normal d'enfler un peu, si t'es vraiment très enflé. Ça c'est un donc faut que t'as signe, juste ta montre, il y a peut-être un signe. Oui, définitivement. Tu sais, c'est normal d'enfler un peu, tout le monde enfle des pieds là, mais être vraiment très enflé comme Anne racontait là, ça c'est un bon signe. C'est un bon signe qu'il y a peut-être une hyponatrémie qui est en train de s'installer. Ouais, fait que c'est vraiment une ligne mince entre assez s'hydrater, mais pas trop. Exactement, parce qu'on voit les deux. Exactement. OK. C'est un bon défi déjà en partant de savoir bien s'hydrater puis de savoir quand arrêter de boire. Puis comme tu dis, je pense qu'un des pièges peut être de faut que je boive X quantité à l'heure puis d'essayer de se le timer. Ça, faut se fier à notre sensation plus qu'à ça, mais des fois on dirait que j'écoute puis j'ai comme peur de l'autre extrême de se dire OK là je bois pas assez, tu sais, boire trop. Je pense que quand tu laisses aller l'espèce de standard qu'il faut que je boive aux 5 minutes ou 10 minutes, ben tu te donnes une bonne chance, mais l'opposé devient difficile aussi à gérer là. Ouais, mais je pense qu'il faut se mettre des timers pour la bouffe, puis après ça boire quand on a soif tout le long finalement. OK. Fait que premier risque à identifier, c'est ça. Exactement. Tantôt tu parlais par rapport aux anti-inflammatoires ou tout ce qui existe sur le marché, on l'a souvent entendu, puis c'est un message que j'ai déjà parlé avec d'autres invités, tu sais, je veux dire tu popes pas des Tylenol pendant une course, mais revenons à la base. Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène au corps de prendre des anti-inflammatoires, que ce soit des Tylenol, des Motrin, des Advil ou des Naproxen ou tout ce qui existe? En fait, le Tylenol, c'est pas un anti-inflammatoire. Ah, ben ça, voilà. Il y a pas de mal. Merci. En fait, il y a pas de mal. En fait, dans le fond, il y a pas de mal pour les reins. OK, je comprends. Après ça, est-ce que masquer ta douleur puis tout ça, c'est un autre sujet, là. Mais il y a pas de danger pour les reins. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais les anti-inflammatoires qui sont Advil, Motrin, Naproxen, Celebrex, ça, c'est un gros nom, là. C'est extrêmement dangereux. Puis c'est fou que fut un temps, en fait, avant, tous les coureurs prenaient des anti-inflammatoires avant la course. Puis c'était même annoncé, là, tu sais, les gens faisaient la promotion des anti-inflammatoires, là. Fait que ça, c'est épouvantable. Récemment, j'ai vu, là, c'est une parenthèse, c'est pas le fun, mais j'ai vu une coureuse américaine sur route, puis elle est commanditée, puis elle fait du contenu pour Tylenol, pas pour Tylenol, pour Advil, en tout cas pour un anti-inflammatoire, puis elle s'est fait ramasser sur les médias sociaux parce que c'est quelqu'un qui fait de la course sur route. Je pense que c'est une Américaine de New York, puis moi j'ai vu ça passer parce que des gens réagissaient, mais c'était comme... Puis la fille, elle se positionne comme une coach, comme une entraîneur, comme une experte, c'est pas juste une influenceuse qui fait ce sport-là. C'était vraiment particulier parce qu'elle est suivie par des dizaines de milliers de personnes, puis elle a accepté une commandite d'une compagnie de quelque chose qu'il faut absolument pas que tu prennes. Puis je me suis dit, c'est un bon sujet, ça. Abordons-le. Non, ça c'est vraiment... Qu'est-ce que ça l'amène c'est vraiment un sur péché. le corps? Fait que grosso modo, là, si on veut vraiment simplifier les anti-inflammatoires, c'est que ça fait serrer les vaisseaux du rein. Okay. Donc finalement, quand on n'a pas beaucoup de sang parce qu'on est déshydraté, puis le rein a besoin d'avoir son sang pour pas faire d'insuffisance rénale, finalement, là, lui, il y a différents mécanismes dans le rein qui va dilater ses vaisseaux pour faire rentrer le sang comme il faut. Puis les anti-inflammatoires, ça fait l'opposé, ça fait serrer les vaisseaux à l'entrée du rein. Okay. Donc tu aggraves un problème que tu es en train de causer en courant à la longue distance, en faisant de la course qui te déshydrate finalement. Fait que ça c'est vraiment extrêmement dangereux là. T'sais, on voit des gens qui vont arriver en dialyse là à cause de ça, là, qui vont se présenter à l'urgence avec des reins qui fonctionnent plus. Fait que si on combine les anti-inflammatoires, la déshydratation de la course, puis après ça la rhabdomyolyse qui est le problème le plus fréquent en ultra trail, là ça c'est un combo parfait pour avoir les reins qui arrêtent de fonctionner finalement. Puis quand on regarde ça, tu sais il y a quand même un pourcentage significatif des gens qui vont faire de l'insuffisance rénale pendant l'ultra trail. C'est sûr que les études avec le sport sont toujours bien soft là.
c'est pas des sujets qui ramènent de l'argent aux compagnies pharmaceutiques, c'est jamais très étudié là, mais tu sais les coureurs de très longue distance là, il y en a quand même un bon nombre qui vont faire une insuffisance rénale aiguë. Donc là, les reins vont arrêter, ils vont pas bien fonctionner de façon passagère. Puis ça rentre dans l'ordre parce que c'est des gens qui sont en forme. Ouais. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui va causer problème à long terme. Sauf que si tu fais des ultras, des 100 000 plusieurs fois par année pendant plusieurs années, puis à chaque fois tu fais une petite insuffisance rénale aiguë, ben mine de rien, ces insuffisances rénales aiguës-là te mettent à risque d'insuffisance rénale chronique dans le futur. Fait que c'est les gens qui sont dans mon domaine, qui me voient faire de l'ultra trail, tout le monde me trouve pas que je prêche par l'exemple là, parce que tu sais c'est sûr que c'est un sport qui a quand même un certain risque pour les reins à long terme finalement. Fait que je vais te dire peut-être quelque chose d'un peu controversé là, mais je pense pas que c'est bon pour la santé de faire de l'ultra trail, de l'ultra longue distance sur beaucoup d'années finalement. Ouais. Tu sais, il y a un risque significatif pour les reins. Après ça, tu sais, il y a comme un risque pour le cœur. Est-ce que tu hypoperfuses le cerveau? On le sait pas vraiment. Tu sais, hypoperfuses tellement de parties de ton corps. Fait que c'est sûr que notre sport, c'est ça. C'est un peu toujours un peu à la limite de tu sais, je pense pas que quelqu'un va argumenter que c'est bon pour la santé de courir 100 mètres. C'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour plein de choses, mais est-ce que c'est bon pour la santé physique? Peut-être pas. Puis la pire chose, c'est probablement pour les reins, là. Il y a quand même c'est ça. Ça rentre dans l'ordre. Les études montrent qu'il y a jamais eu de séquelles à ces insuffisances rénales aiguës-là qui sont chez des coureurs en santé. Mais accumuler sur quelques décennies de faire plusieurs épisodes par année, tu sais, j'ai peine à croire que c'est pas dangereux. Il n'y a pas encore d'études là-dessus, puis probablement qu'il n'y en aura pas, parce que là, ça veut dire suivre des coureurs pendant des décennies, mais ça demeure que l'ultra, je veux dire, il y a personne qui fait ce sport-là en se disant ça faut faire 100 000 pour être en forme. Il y a personne qui peut se dire ça. J'avais lu une fois que passer les 150 minutes d'activité, tu sais, ce que le gouvernement recommande, passer ce 150 minutes-là par semaine, mettons, tu fais 300 minutes par semaine, tu doubles pas tes chances de vivre plus vieux. Passer 150 minutes, c'est bien, c'est pour d'autres raisons que tu le fais, mais si tu veux vraiment faire du sport pour ta santé puis pour vivre une vie saine pendant longtemps, pas besoin de faire 100 000, il y a personne qui va penser ça, là. Non, c'est ça. Mais c'est bon d'avoir quand même des warnings, de dire, faut surveiller ça, parce que faudrait pas qu'on se rende compte dans plusieurs années que finalement d'en faire des ultras pendant des décennies a un impact aussi négatif, mais comme tu dis, ça pourrait être ça. Mais tu sais, tout le monde le voit quand tu cours un ultra, tu fais pas pipi, hein. Ouais. Puis souvent, il y en a qui font pas pipi pendant beaucoup d'heures après, là. Fait que ça, c'est des mécanismes compensatoires des reins, t'es déshydraté, t'as pas, tu sais, on le voit directement, là. Tu fais pas pipi, tes reins sont pas en train de filtrer, là. Ouais. Il y a quand même un bon signe, ça veut dire quand t'es quand même régulier. C'est le cas de faire des pipis pendant un ultra, ça, c'est des excellentes nouvelles. OK. Puis d'ailleurs, parlant de pipi, il faut regarder la couleur de ces pipis. Ouais, c'est ça, hein. Parce que ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce que j'ai nommé quelques fois, là, le terme scientifique, c'est de la rhabdomyolyse. Ouais. Mais ça, c'est presque universel chez les gens qui vont courir des ultras de faire un certain degré de rhabdomyolyse. Puis la rhabdomyolyse, ça, c'est quand les cellules musculaires se brisent. Tu sais, on court, là, quand on est raqué puis qu'on a les quads bien maganés, ben tu sais, il y a des cellules musculaires qui sont brisées. Ben oui. Puis les déchets à l'intérieur des cellules, la myoglobine pour la nommer, là, ça s'en va dans le sang. Puis après ça, c'est filtré dans les reins, puis ça passe dans les urines. Puis ça, c'est brun. Fait que là, vous avez déjà entendu des coureurs peut-être qui disent j'ai fait pipi brun ou rouge, là. Ouais. C'est ça, après ma course. Puis ça, c'est la myoglobine qui passe dans les reins. Mais le problème, c'est qu'en grande quantité, dans les reins, elle les bloque. Elle bloque les petites tubules, puis elle fait que les reins fonctionnent plus. Puis plus c'est sévère, plus ça bloque les reins, plus ils peuvent arrêter de marcher finalement. Okay. Puis nous, on fait souvent de la dialyse pour des gens qui ont des grosses rhabdomyolyses, pas fréquemment entre elles, mais si l'urine est brune pendant un ultra, faut arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est le truc qu'il faut se rappeler. Oui. Puis dans les ravitaux, ils nous parlent souvent de ça. Moi, j'avais, tu sais, une année où QMT faisait extrêmement chaud, puis j'avais été arrêté quasiment 2 heures à Saint-Tite avant de repartir, puis c'était comme, parce que je sentais que je pouvais repartir, puis qu'il y a peut-être un reset qui s'était fait sur les mal de cœur et tout. C'était probablement une genre de petite déshydratation au coup de chaleur, puis finalement, j'ai arrêté plus tard. Mais je me rappelle que le médic me disait,
tant que t'as pas pissé puis tu me confirmes pas c'est quoi la couleur, t'en repars pas. Puis c'était comme ça l'espèce de... Oh, c'est sévère quand même, parce que des fois tu fais pas pipi, là. Mais... Oui, mais en fait, c'est pour ça que j'ai été arrêté aussi longtemps aussi. J'avais besoin d'un bon reset, mais peut-être pas 2 heures, mais fallait que j'aille pisser, puis c'était ça la condition pour repartir. Puis tu sais, au QMT, puis l'équipe médicale de Jean Fortier a une expertise au Québec, puis il y a une raison pourquoi ils sont connus pour ça au QMT, puis pourquoi cette équipe médicale-là fait d'autres événements aussi. Puis je pense que ça, c'est un excellent exemple, en fait, parce que eux ont vu des symptômes chez moi, ils ont fait que il fait 40 degrés puis tu grelottes, tu pars pas tant que t'as pas pissé une couleur qui a de l'allure. Parce que tu vas faire, tout le monde en fait un peu, mais si tu fais de la très longue distance, s'il fait très chaud, s'il te manque de potassium, ça c'est tous des facteurs qui fait que tu fais encore plus de rhabdomyolyse finalement là, puis tout le monde en fait un petit peu, mais si ton urine est bien brune là, ça va bloquer tes petites tubules. Puis là si t'as pris des anti-inflammatoires en plus, et boy, là ça c'est pas un bon combo là. Être déshydraté, faire de la rhabdomyolyse, prendre des anti-inflammatoires, là tu mets 3 prises contre les reins. Tu sais il y a des fortes chances qui réagissent très mal. Ça va pas possiblement être aigu puis rentrer dans l'ordre comme on disait, mais c'est jamais sans conséquence un problème aigu sur les reins finalement. Ouais, c'est ça. Fait que ce qu'il faut surveiller pendant une course, maintenant qu'on revient à la base de rein 101 pour bien faire ça, qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant une course? Je comprends, notre urine, c'est la première chose. Si la couleur est trop foncée, c'est un indicateur de quelque chose, on arrête. Mais l'urine foncée, quand on est déshydraté, ça va faire de l'urine jaune foncée. Être déshydraté. Puis ça, c'est comme normal. Je veux dire, ce qu'on fait, on sait qu'on fait quelque chose de pas très bon pour les reins. Exact. On va être déshydraté, ça se peut qu'on fasse pas pipi pendant longtemps puis que ça soit foncé. Mais après ça, si elle est brune, des fois, quand elle est rouge, ça peut être autre chose, là. C'est une autre chose qu'on voit quand même souvent entre elles, là, c'est de la cystite hémorragique. Fait que c'est dans le fond la vessie qui saigne. Parce qu'elle manque de sang. Au même titre que le tube digestif manque de sang quand on a plus faim, que le cerveau manque de sang puis tout ça. Fait que ça peut être... mais, tu sais, le commun des mortels peut pas faire la différence quand il voit son urine. Es-tu rouge plus sang ou rouge brune de mes très foncé, brunâtre. Fait que brun-rouge, là, c'est extrêmement dangereux, là. Faut arrêter. Faut s'hydrater, arrêter. C'est vraiment un message très clair. On arrête là. Il y a rien que tu peux faire. Tu peux pas arrêter au ravito, boire plus, puis à un moment donné, ça reprendre le dessus là-dessus. Là. Non. Okay. Ben, quelqu'un pourrait vous dire, mais moi, comme néphrologue, c'est ça que je dirais que c'est un gros non, là. Quand c'est brun foncé, on arrête. Terminé. Puis t'as la meilleure excuse pour abandonner. Exact. OK. C'est intéressant. Il y a des choses qu'on peut faire pendant une course avant d'être rendu là. Au-delà de boire de manière régulière, pas trop, pas assez. Tantôt, tu parlais de potassium. Y a-t-il quoi qu'on peut penser d'un point de vue nutritionnel pour se donner une chance de ce côté-là? Ben, c'est sûr, le potassium, oui, là, ça peut aggraver, ça peut rendre ça pire. Donc, oui, là, tous les suppléments qu'on prend dans les produits NAC, dans la poudre, ça peut aider, mais ça fera pas la grosse différence. C'est pas ça qui va changer entre, en fait, le rôle de cette nutrition-là ou de ces produits-là, c'est pas t'aider que tes reins, c'est de te donner les nutriments que tu as besoin pour pousser, pour la performance, ou en tout cas, pour te supporter. Mais je comprends qu'il y a rien qu'on peut faire. Il y a de l'hydratation, puis il y a l'entraînement quand même, parce que moins on est entraîné, plus on a de chance de faire une rhabdomyolyse. C'est quelqu'un qui a jamais couru, qui va aller courir 50, il va avoir plus mal aux jambes. Fait que je pense que c'est quand même assez évident. Tout ce qui est excentrique, là, descendre les côtes, souvent c'est ça qui fait le plus de bris musculaire. Fait que s'entraîner à faire à se briser un peu les jambes en descente. Tu sais, ça va aider, mais plus t'es entraîné, mieux c'est. Mais honnêtement, c'est inhérent au sport qu'on fait quand même. Okay. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis c'est drôle parce qu'on voit aussi une tendance, puis on l'a vu sur les médias sociaux, sur TikTok, on voit beaucoup d'influenceurs faire « je vais aller faire un marathon sans entraînement », puis tu vois des histoires qui ont pas de sens. Puis je sais pas si je l'ai vu au Québec, mais j'avais vu un reportage, en fait, à un moment donné, sur les médias sociaux. On partageait un reportage sur ces influenceurs-là américains qui font comme... pas de décrédibiliser le marathon parce qu'ils vont faire ça en 6 heures puis ils souffrent pendant 40 et 42 km, mais se lancer sur des affaires de même qui ont aucun sens, sans aucune préparation, c'est probablement la pire affaire à faire. Ouais, tous les problèmes qu'on a parlé, c'est pire chez les gens mal entraînés. Ben, c'est ça, exact. On recommande pas ça, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui se préparait à faire ça. Mais ça demeure que je trouve ça très important de l'adresser parce que il y a un red flag, c'est un brown flag qu'on va l'appeler, là, mais je veux dire, c'est très très clair que quand on subit ça, tu sais, c'est rare qu'il y ait un symptôme qui est aussi clair, qui devrait être aussi synonyme, aussi clairement de on arrête, c'est fini. Ben oui. T'sais. Fait que on aime ce sport-là, on aime prendre soin de notre corps aussi, parce que si on fait du sport, on aime être en bonne santé. Faut pas que le sport nous pousse à un extrême où on joue complètement sur autre chose, puis on se nuit
à l'avenir, là. Exactement. Je vous conseillerais d'ailleurs de ne pas manger de la salade de betterave la veille d'un ultra. Ouais, ça, Je parle par expérience. ça vient juste... Là, ton urine est colorée, là tu sais plus. Là, ouais, c'est ça, exact. Ça biaise les cartes. Fait que pas d'anti-inflammatoire, on boit de manière régulière, mais pas trop. Ouais. Puis on surveille l'urine, puis on devrait être capable de prendre soin de nos reins malgré un sport qui peut les bardasser un peu. Exactement. C'est Ok. très bien résumé. Mais merci beaucoup d'être venu nous parler de reins. Ça prenait un nouveau sujet comme ça après 208 épisodes, mais dès que tu m'avais écrit puis qu'on s'était parlé après notre épisode de la clinique du coureur, je me suis dit faut trouver une manière d'en parler de ces choses-là parce que oui, c'est intéressant, des histoires de coureurs, de coureuses, mais quand il peut y avoir des épisodes où il y a comme une matière aussi concrète qui vient se combiner à une histoire intéressante, je veux dire, c'est pour ça que je fais ça aussi, là. C'est pour informer à travers tout ça, c'est pour raconter des belles histoires, mais c'est aussi pour aider, puis c'est un sport qui est en constante évolution, qui est en explosion de popularité, puis ça continue encore, on le voit avec la difficulté à obtenir des dossards pour des courses 6 mois avant. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se mettent à ce sport-là, peut-être qu'une part d'eux autres se mettent à écouter le podcast. On peut informer puis donner des conseils. C'est aussi bon pour au printemps, on va pas dans un sentier pendant que ça dégèle que Exactement. surveille ton pipi puis si c'est brun, arrête. T'sais. Tellement. Ça prendra un épisode Trail 101 puis qu'on donne des conseils Exactement. sur tous les sujets. Quelqu'un qui m'avait écrit à ce sujet-là puis je pense qu'on va le faire cet automne à un moment donné. Un peu de tout. Comment on dépasse quelqu'un dans le sentier? À quel moment ton urine est trop foncée pour arrêter? Est-ce qu'on va dans le sentier en trail au printemps? On va prendre un épisode pour tout ça. Mais Julie, merci beaucoup d'être venue jaser de trail, de ton parcours, de tes apprentissages et de reins. Merci pour la belle invitation. Quand on s'était parlé, tu m'avais dit, là par contre, la prochaine fois, je vais être prête pour les questions Ah, c'est éclairs. vrai! C'est là que ça se passe. J'avais oublié. Moi, j'avais pas oublié parce que là, j'ai préparé ça ici. Je sors le chrono. Mon Dieu, je suis stressée, me racler là. la gorge pour bien faire ça. Tu me dis quand t'es prête. Je rappelle que le record féminin, c'est une double égalité en 11 secondes. Emmanuel Salambo de Guara et Sarah Baribeau. Oui, c'est 11 vrai. secondes. Ça Le a pas de record bon chez sens. les hommes Ça a est pas de une bon triple sens. égalité à 10 secondes. C'est très rapide tout ça, puis ça s'est tout fait en présentiel, bien sûr. D'accord. Pas de pression, je fais juste le dire. On va dire la bonne chose, par exemple. Oui, c'est ça, exact. On est là aussi, parce que moi, j'analyse après, puis on me pose des questions là-dessus. Là. Tu peux pas répondre n'importe quoi. Là. Julie, t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Hiver ou été? Hiver. Bâton, pas de bâton? Pas de bâton. Questionnaire, gel ou purée? Gel. Boîte ou racine? Racine. Café ou thé? Café. Gaspésie ou Charlevoix? Charlevoix. QMT ou UTHC? UTHC. Madère ou La Réunion? La Réunion. Ouf, 13 secondes, c'est très, très, très rapide. C'est où que ça... Boîte ou racine, t'as hésité? Ouais, ben avec la cheville, aucun des deux. Ouais, c'est ça en ce moment, c'est aucun des deux. Est-ce que ça oriente ton choix d'événement? Non, parce que c'était comme tu disais, les dossards étaient pris depuis tellement longtemps, là, mais non. Mais c'est sûr que je vais mieux performer sur quelque chose qui est moins technique puis qui est plus roulant. C'est le fun parce qu'au Québec, on a beaucoup de courses qui sont roulantes et pas techniques. Oui, c'est ça. On les compte. Dans les descentes, ça sera pas ma force ouais, c'est ça, quand avec c'est technique, cette cheville-là, malheureusement, là, mais ça peut juste s'améliorer à partir de maintenant. Oui, et puis là, tu fais l'UTHC 125. Après la descente des Morios, il y a des descentes qui sont techniques, il y a des portions qui sont techniques, mais une fois que tu vas avoir fait la descente des Morios, t'as 35 kilos de fête sur 125. Si ta cheville est tenue là, après ça, je veux pas dire que c'est facile, il y a des portions hyper difficiles après, hyper techniques, mais c'est cette descente-là qui casse vraiment. Puis il faut se garder du jus pour ça, puis il faut se garder du jus pour la descente surtout, mais une fois que c'est passé, ça va bien aller, là. Puis gel, j'aurais jamais dit ça avant qu'il y ait le nouveau gel NAC. Oui. Le gel caféine, là. Ouais. Eh, mon Dieu, ça te ravive fun, hein? une femme, là. Ah ouais, c'est quelque chose. Pour vrai, ces gels-là, moi, c'est devenu, je pense, ça a dépassé les gaufres comme étant mes produits préférés, là. Puis je dis pas ça parce que c'est nouveau, puis mais pour vrai, ça passe vraiment bien. Puis je suis quelqu'un qui les gels ont jamais bien passé. Mais je pense qu'il y a une consistance, c'est vraiment fait pour l'ultra. C'est NAC, c'est de l'ultra énergie. Il est différent. C'est pas un gel super liquide, mais il passe vraiment bien, là. Ah oui, je trouve que ça redonne de l'énergie. Puis tu sais, moi, il y a pas grand...
le solide, quand le solide rentre pas, là, ça, ça passe vraiment très bien. Tu sais, une gaufre, faut quand même la mastiquer. Oui, c'est ça. C'est plus le fun en entraînement, la gaufre. Ouais. Mais en course, là, le gel, là, j'en ai pris plusieurs pendant le QMT, là, puis c'est... Ça a fait la job? Fabuleux. Ouais. Gel, purée et drink mix, t'as comme des options assez liquides de manière générale. Oui. La purée, ça reste une purée, mais ça reste que ça passe sans effort versus le reste que tu manges. J'ai juste pris ça, moi, dans le QMT. Ouais. Juste ces trois-là. C'est quoi ta sorte préférée, ta saveur préférée entre les deux purées? Patate douce. Ah ouais? Ouais. C'est quand même sucré. Tout le monde dit que ça change le mal de place, mais quand même sucré, là, la patate douce. Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'autre, c'est parce que je pense qu'il y a un petit côté acide à la pomme qui, moi, je le trouve super bon, mais patate douce, moi, c'est pareil. Je trouve qu'il passe vraiment facile, là. Avec 9 sacs de poudre, là, ça a fait la job, l'énergie au complet sur 80. Bon, ben, c'est excellent. On a la recette nutritionnelle, 9 sacs de poudre, des purées, des gels. Exactement. Voilà, c'est réglé. C'est drôle parce qu'il y a juste dans un podcast de trade où on peut parler de poudre comme ça, puis que ça passe super smooth, puis la police n'est pas alertée. Julie, merci beaucoup de ton temps. Ça a été vraiment intéressant comme discussion. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC, fallait en parler, c'est le partenaire principal du podcast. Il y a aussi Noctem qui, moi j'avais une petite IPA qui était très bonne. Toi, finalement, la Bockel, ça a bien passé? Elle était très bonne, ça a très bien passé. Ça commence bien les vacances? Oh, merveilleux! Écoute, Julie, je te souhaite des bonnes courses avec ce qui s'en vient à l'UTFS. On va se voir dans les Chic Chocs. Arikana 125, je suis sûr ça va aller tempête, ça va rouler tempête, aucun doute là-dessus. Mais bonnes vacances. Ça commence maintenant. Beaucoup. Oui, on part en camping à l'instant. Ben c'est le fun. Ben, je te souhaite une belle semaine de camping avec la famille. Merci beaucoup. Merci Julie, à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. On verra pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.